Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions concernant le livre, le cours, les examens ou quoi que ce soit? Ou est-ce que je me lance dans la matière du jour? Les examens, on part que c'est d'office en distanciel ou pas? Ou bien alors on attend le 10 décembre. Alors, pour l'instant, ce qu'on a fait à l'ISET, c'est qu'on est en train de préparer deux scénarios. Un scénario, voilà, 100% distanciel et un scénario où on peut faire quelques examens en présentiel. Le plus probable, ça reste le 100% distanciel, mais il faut encore attendre des décisions pour savoir ce qu'on fait exactement. Au plus tard, vous serez au courant le 10 décembre. Maintenant, c'est possible, c'est ce qui se passe dans certaines unifs, mais ici, je ne sais pas exactement, c'est encore en discussion. Qu'on décide de dire, bon, bah tant pis, il faut prendre une décision plus tôt, le 10 décembre, c'est fort tard, et on vous communiquera ça plus tôt. Mais pour l'instant, je ne sais pas vous dire. Là, c'est encore le flou. Au plus tard, le 10 décembre, vous serez mis au courant. Mais pour l'instant, c'est encore flou. Typiquement, mes cas, il y a encore deux possibilités. Soit on fait des oraux, soit on fait des examens écrits. Tout va dépendre de ce qu'on nous autorise à faire. Donc en réponse courte, pour l'instant on ne sait pas. Ok, merci. Pas de souci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, alors juste pour information, le livre, ça vous a pris combien de temps à préparer cette semaine-ci, grosso modo? 1 heure et demie, je dirais. Ok, ça marche. Moi j'aurais dit 3 quarts d'heure, 1 heure, mais grand max. Ok, ça marche. Comme c'est à chaque fois les premières fois Moins qu'on que la fait dernière fois, ça, en tout cas. oui, ça c'est sûr. Ben, je vous l'avais un peu promis, hein. La fois dernière c'était beaucoup, donc on compensera un peu cette semaine-ci. Mais ça avait plus de sens de terminer la dynamique et de faire gentiment l'énergétique cette semaine-ci que l'inverse. Ok, merci pour l'info. Donc, on arrive tout doucement à la fin. Il reste en soi encore cette semaine-ci où on va continuer l'énergétique. La semaine prochaine, on va faire la quantité de mouvement et encore de l'énergétique. Et puis la dernière semaine. Donc ça devient vraiment la fin du cours. La dernière semaine de l'année, la semaine du 14 décembre, il n'y aura pas de cours de mécanique. Comme ça, vous savez déjà. Et il n'y aura pas d'interro, il n'y aura rien de mécanique la semaine du 14 décembre. Vous pourrez vous concentrer aux diverses interrogations que vous aurez lors de cette semaine-là. Allez, c'est parti pour la matière d'aujourd'hui. Ok. Alors la première chose, c'est quelque chose que vous avez dû préparer dans le livre. C'est un bloc qui glisse sur un plan incliné. Ici, votre bloc, il part d'une certaine hauteur grand H et il va parcourir ici deux bords pour arriver à une hauteur petit h. Alors si vous avez bien suivi l'énergétique, normalement, s'il n'y a pas de frottement, par conservation de l'énergie, comme là il part avec une vitesse égale à 0, bah, quand il arrive à son plus haut point de l'autre côté, c'est-à-dire quand sa vitesse vaut de nouveau 0 de l'autre côté, il doit être à la même hauteur grand H s'il n'y a pas de frottement. S'il y a des frottements, il y a un travail, et donc son énergie va être plus petite. S'il a une énergie qui est plus petite, une énergie totale plus petite, il va monter moins haut à une hauteur petit h. Et on vous demande donc comment résoudre cela. Alors, en soi, vous avez déjà les outils en main. Moi, j'aimerais bien vous montrer juste une manière de résoudre ceci un peu plus rapide et qui prend moins d'étapes différentes. Quand on résout un exercice énergétique, c'est toujours bien de regarder des moments. Par exemple, le moment 1, c'est quand on est tout en haut. V1 vaut 0 et on a une hauteur h. Et puis on a le moment 2, ici, où mon bloc, bon, je viens de le déformer un peu, mais il vient d'arriver en bas.
Donc là, en fait, il n'a plus d'énergie potentielle. On ne choisit pas ces moments au hasard. On prend des moments qui sont faciles à calculer et aussi où on change d'état. En soi, j'étais sur un plan incliné. Maintenant, je ne suis plus sur un plan incliné à partir du point 2. On aurait donc le point 3 où j'ai fini d'être sur le sol plat. Et puis le point 4 où je suis en haut. Le fait de séparer tout comme ça permet d'écrire plein d'équations. Je pourrais écrire que mon énergie en 1 plus le travail pour aller de 1 à 2 me donne l'énergie en 2. Ça, rappelez-vous, c'est mon énergie initiale, mon énergie finale et ce qui s'est passé entre les deux. Et je pourrais écrire plein d'équations comme ça. De E2, j'ai le travail pour aller de 2 à 3. Et pareil avec E3 plus le travail pour aller de 3 à 4, qui me donne E4. Alors vous pourriez vous en sortir comme ceci. Sachant que vous pouvez ensuite injecter, remplacer E2 là-dedans, remplacer E3 par ceci, etc. Maintenant, on n'est pas obligé toujours de passer par toutes les étapes intermédiaires. En soi, ici, ce qu'on connaît, c'est grand H, et ce qu'on cherche, c'est petit h. Donc, ça m'intéresserait d'avoir quelque chose du style l'énergie en 1 plus un travail est égal à l'énergie en 4. Ben, le travail, ça se somme naturellement, en fait. Et donc, si sur tout un chemin, ici j'ai tout un chemin, je passe de 1 à 2, à 3, à 4, j'ai plusieurs travails différents, plusieurs travaux, entre guillemets. Je peux les sommer. Ici, c'est parce que, en fait, je vais avoir des forces de frottement qui sont différentes. Puisque, rappelez-vous, les forces de frottement, comme c'est cinétique, c'est mu c fois n. Et ma normale ne va pas être la même sur un plan incliné que sur le sol, que sur l'autre plan incliné. Et donc, j'ai des forces différentes. Et donc, je vais avoir des travaux différents. Ceci, on peut l'écrire en une formule en disant que mon énergie au point 1, plus le travail qu'il m'a fallu pour aller de 1 à 2, plus le travail qu'il m'a fallu pour aller de 2 à 3, plus le travail qu'il m'a fallu pour aller de 3 à 4, est égal à E4. Alors, vous n'êtes pas obligé d'écrire travail de 1 à 2, travail de 2 à 3, mais personnellement, je trouve que c'est le plus clair. Et avec juste cette équation, vous avez tout ce qu'il faut pour résoudre ce genre d'exercice. Et là, l'avantage de l'énergétique, ou du moins une manière de s'en sortir pour être un peu structuré en énergétique, c'est que vous écrivez l'équation générale, qui est parfois celle-ci, mais qui dans d'autres cas est simplement la conservation de l'énergie, ou dans certains cas avec juste un travail. Et puis après, vous allez aller chercher chacun des termes qui vous manquent. Ici, pareil, on va regarder un peu, tiens, c'est quoi l'énergie 1, c'est quoi l'énergie 2, l'énergie 4, c'est quoi le travail 1, 2, 3. Ok, ceci dit, sachant que c'est très semblable à ce que vous avez dû faire pour le libre, est-ce que tout le monde voit, une fois qu'on a écrit ceci, comment faire? Et est-ce que je pourrais passer éventuellement à un exercice suivant? Ou est-ce que vous aimeriez bien qu'on le fasse ensemble? Vous pouvez le faire. Ça marche. On va partir dans ce sens-là alors. Ok. Alors bah, je vais attaquer chacun des termes. Je vais me lancer d'abord dans E1. Donc que vaut E1? Alors d'après vous, donc mon point 1 il est là. Que vaut mon énergie au point 1? MGH. Oui, exactement. J'ai que de l'énergie potentielle.
Il faut pas mettre sur le schéma que à l'horizontale, là, c'est EP égale 0. Si, exactement. Et donc, pour être sûr de ne pas se tromper avec la suite, on va bien noter ma référence ici. Parce que si je dis que là, je suis en MG grand H, ça veut dire que ici, je suis en 0, que ici, je suis en 0, et ici, je suis en MG petit h. Puisque c'est chaque fois l'énergie potentielle, quelque chose qui se fait de manière relative par rapport à d'autres positions, c'est important de choisir un endroit où ça vaut 0. Ok, bonne chose de faite. On va continuer. Le travail pour aller de 1 à 2, qu'est-ce qu'il vaut? Alors, c'est quoi la formule du travail déjà? F, produit scalaire avec D. Ok, alors pour ajouter un tout petit peu, Le cosinus. comme ici on va en avoir beaucoup, je vais les représenter et les nommer. Je vais pas appeler ça D, mais je vais appeler ça la distance, le déplacement pardon, de 1 vers 2. Et c'est quelle force qui fait un travail ici? De frottement. Force de frottement. Et j'ai entendu quelqu'un me dire qu'il y avait un cosinus. Donc mon produit scalaire, je peux l'écrire force de frottement fois D de 1 à 2 fois le cosinus de l'angle entre les deux. Et mon angle entre les deux, il vaut combien ici? 180. 180 degrés. Car ma force de frottement, elle va comme ceci. Et donc je trouve que mon travail, c'est moins la force de frottement fois la distance de 1 vers 2. Et là, vous voyez que j'ai un travail négatif. Ce qui veut dire que quand j'écris ma formule du style comme ceci est négatif, bah, mon énergie en 2 va être plus petite que mon énergie en 1. Je vais perdre de l'énergie. Encore une fois, c'est le système que je considère qui perd de l'énergie. C'est ma boîte qui perd de l'énergie. Le sol, il va chauffer, il va y avoir de la déformation, donc l'énergie, elle n'est pas perdue, elle est juste transférée à un autre système. Ok, mais reste à trouver tout ceci. Ma force de frottement, qu'est-ce qu'elle vaut? UC fois N. UC fois N. Exactement. Mu-C, on le connaît, c'est 0,2. Et N, on ne le connaît pas. Comment est-ce que je peux trouver N? Système d'axe et faire la somme des forces selon X. Ok. Bon, comme ça a l'air d'aller, surtout que vous avez dû le préparer pour le libre, je vais accélérer un petit peu. Vous choisissez un système d'axe comme ceci, je suppose. Avec le point qui vient ici, la normale qui est perpendiculaire comme ceci. On peut décomposer P en PY et PX. Et donc si je veux trouver N, il faut que je fasse l'équilibre selon Y. Où j'ai donc N moins PY égale 0. Et donc N, c'est PY. C'est-à-dire MG fois quoi? La cos de alpha. C'est ça. J'ai mon angle ici alpha que je retrouve là. Et donc fois cos alpha.
Alors, alpha, c'est 36,87. Le cos de 36,87, ça fait 0,8. Donc, si je vais juste écrire 0,8 mg. Et donc, ma force de frottement, elle vaut 0,2 fois 0,8 mg. Ceci, oui, je ne saurais pas écrire là. Je vais réécrire ça comme ça. Donc ceci c'était 0,2 fois n, ce qui fait 0,2 fois 0,8 fois mg, ce qui fait 0,16 mg. Donc j'ai trouvé ma force de frottement. Maintenant, il faut trouver D12. Quelle est la longueur de déplacement de mon bloc qui part d'une hauteur grand H et qui descend juste en bas? C'est H sur sin alpha. C'est grand H sur sin alpha. De fait, ici à gauche, j'ai une hauteur H du départ. Je descends d'une longueur D et j'ai un angle ici alpha. Si je redessine ici le triangle rectangle qu'on voit là. Et donc on a bien le sinus d'alpha, c'est grand H sur petit d, et donc d c'est grand H sur sin alpha. H, c'est donné dans l'énoncé, c'est 0,6 mètres. Et ici j'ai sinus de 36,87. Et comme un heureux hasard, sinus de 36,87, c'est grosso modo 0,6. Et donc je me déplace de 1 mètre. Donc j'ai trouvé mon premier travail de 1 vers 2 qui vaut moins 0,16 mg fois 1. Ça, c'est ma force de frottement. Et ça, c'est mon D12. Voilà, ça en soi, ça ressemble très fort à ce que vous avez fait dans le libre. C'était pour un peu vous préparer à ça. Là, vous voyez à quel point le cours, il se base sur lui-même. Si vous avez du mal à résoudre des exercices de statique pour trouver n, bah vous n'allez jamais réussir à trouver des forces de frottement parce que les forces de frottement dépendent toujours de n. Et les forces de frottement, elles sont très pratiques parce que elles sont présentes dans quasi tous les exercices dès qu'on fait quelque chose un peu plus réaliste. Et donc, qu'on fasse de l'énergétique ou de la dynamique, on a besoin de ces forces de frottement. Et c'est pour ça, souvent, bon, cette année-ci, ça n'a pas été le cas, mais qu'il y a l'intérêt de tout ça. On essaie vraiment de se dire, après tout ça, vous devez maîtriser à 100% tout ce qui est statique. Ok, donc là, on a fait le premier travail. On va passer au deuxième travail, qui va être encore plus rapide. C'est-à-dire que cette fois-ci, on va regarder le travail pour passer de la position 2, d'ici, à la position 3, ici. Donc c'est le travail pour passer de la position 2 à la position 3. Là, je vais le faire pour vous, je pense, parce que c'est très rapide, sauf s'il y a une Monsieur, question. Oui. sur le premier système, est-ce que c'est uniquement le travail de la force de frottement qui existe là? Alors, on peut en discuter un petit peu. Je vais le faire ici, comme ça c'est un peu plus propre. Le travail, c'est lié à une force. Donc, qu'est-ce qu'on a comme force? On a le poids. Alors, le poids, de fait, il a un travail, mais il est déjà pris en compte dans l'énergie potentielle. Ça, vous pouvez regarder la toute dernière vidéo du libre, sur laquelle il n'y avait pas d'exercice, mais le travail du poids, c'est mgh en fait. Bon, ici en l'occurrence, vu où on est, c'est mg grand H. Donc le poids, on va jamais regarder son travail parce que c'est déjà pris en compte dans l'énergie potentielle. Ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a la normale.
Alors la normale, par définition, elle ne va jamais rentrer en compte. C'est pour ça que j'en ai pas parlé. Mais la normale, c'est perpendiculaire à la surface. Et donc, si j'ai un déplacement comme ceci, ici j'ai un angle de 90 degrés. Donc le travail de la normale, ce serait la normale produit scalaire avec le déplacement. C'est n fois d. Et la normale, c'est toujours perpendiculaire au déplacement, donc c'est 90 degrés. Cos de 90, ça fait 0. Donc les normales, je ne vais jamais en parler. Et donc comme force, il me restait quoi? Il me restait la force de frottement, et c'est celle qu'on a calculée juste avant. Ça, c'est la... Voilà, si on y va point par point en calculant le travail de chaque force, on voit que le poids, il est déjà pris en compte dans l'énergie potentielle. La normale ne joue pas comme elle est perpendiculaire au déplacement, et les forces de frottement en jouent. Maintenant, il y a aussi moyen de s'en sortir avec un raisonnement plus intuitif, de se dire, ben, tiens, ma normale, on se rend bien compte que le fait d'être posé sur le sol, ça ne va pas commencer à augmenter l'énergie ou diminuer l'énergie de mon système. On est juste posé sur le sol. Par contre, frotter sur le sol, oui, je vais perdre de l'énergie. Et le poids aussi. Le poids, ça va me faire gagner de la vitesse si ça tombe. Mais là, c'est juste déjà pris dans l'énergie potentielle. Ça répond à ta question? Oui, monsieur, ça répond à ma question. Du coup, si on n'utilise pas l'énergie potentielle, on devrait utiliser le travail du poids, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Parfait, merci beaucoup. Il y a deux manières de le voir, mais une manière de le voir, il y a un théorème qui s'appelle le théorème de l'énergie cinétique, qui dit que le travail, ça amène une variation d'énergie cinétique. Et dedans, il y a le travail des forces de frottement, mais il y a aussi le travail du poids, il y a le travail de toutes les forces en fait. Maintenant, très souvent, comme le poids, il est toujours là, il n'y a pas d'objet sur Terre où on peut se dire, ah, mais je vais pas considérer son poids dans la gravité, etc. Alors on a toujours MGH. Et donc, plutôt que de chaque fois calculer le travail du poids, surtout qu'ici, tu vois, on serait parti avec un angle, et donc en fait, ce serait le travail de PX, mais comme on va sur une distance, etc., ça deviendrait vite compliqué à calculer pour arriver au même résultat qu'MGH en fait. Et donc c'est un raccourci, comme de toute façon on doit le calculer à chaque fois, on emploie l'énergie potentielle de pesanteur. Hop. Ok, je reviens à mes moutons. Le travail pour passer de 2 à 3. Voilà, c'est toujours bien d'imaginer ma boîte et de regarder un peu les forces qu'il y a dessus. J'ai donc justement le poids, la normale, les forces de frottement et mon déplacement, il est là. Ça, c'est mon déplacement pour aller de 2 à 3. Alors, ma force de frottement et mon déplacement, ils font un angle de 180 degrés. Alors, vous n'êtes pas obligé chaque fois, vous pourriez écrire tout de suite moins. C'est juste pour vous driller un petit peu parce que on va faire beaucoup de cas simples. Parce que dans la vie, en fait, on a de la chance, les travails qu'on va regarder sont très souvent 100% positifs ou 100% négatifs. Par exemple, les forces de frottement, c'est opposé au déplacement et donc ça va être 100% négatif. Mais on peut imaginer des forces qui n'ont pas un travail 100% positif, 100% négatif. Donc il faut vraiment pas oublier ce produit scalaire et ce cosinus. Même si ici, on pourrait s'en douter tout de suite, voilà, c'est moins FF. T de 2 à 3. Alors on peut faire le même jeu que d'habitude. Mes forces de frottement, c'est mu c fois n. Mais ici, si je choisis un système d'axe x, y comme ceci, on voit que selon y, n est égal à p, et donc à mg. Du coup, mes forces de frottement, c'est moins mu c fois mg. Et mon déplacement, on le donne ici. D, c'est 1 mètre. La distance qu'on passe
sur le plat est de 1 mètre. Ça va donc. Ça, c'est ma force de frottement. Et ça, c'est D. Et on peut remplacer le tout. Ça fait moins 0,2 fois mg. Voilà, je ne vous fais pas l'affront de vous demander de résoudre ça. Ça devrait être archi simple pour vous maintenant. Ok. Reste maintenant à regarder un peu ce qui se passe pour aller de 3 à 4. C'est la même chose que d'habitude. C'est le produit scalaire entre les forces de frottement et le déplacement de 3 à 4. Et donc, c'est un force de frottement fois d3, 4. Ici, c'est le même jeu. Cet exercice, c'est l'exercice du roi du plan incliné, en fait. Avec mon poids ici, ma normale ici, les forces de frottement qui vont dans ce sens-ci, pardon, qui vont dans ce sens-ci. Et pas oublier qu'on a un déplacement comme ceci. Tant qu'on y est, on peut aussi déjà réfléchir à ce que vaut l'énergie en 4. L'énergie en 4, elle vaut quoi? mg petit h. mg petit h. Car on est au sommet et donc il n'y a pas d'énergie cinétique. Ok. On prendra toujours le cas où on est au sommet. Non, on pourrait vous demander à quelle hauteur sommes-nous quand on a une quand on a une vitesse de 1 mètre par seconde, par exemple. Mais très souvent, c'est plus intéressant le sommet. Donc mathématiquement, on peut vous demander n'importe quel point. Si on vous donne les informations. C'est-à-dire si on vous donne la vitesse, typiquement. Quand on vous dit au sommet, c'est vous donner la vitesse. C'est vous dire quand la vitesse est nulle. Maintenant, dans la vie, on est plutôt intéressé par savoir, tiens, ça monte jusqu'à quelle hauteur, ça va s'arrêter où. Et donc, je dirais que dans 90% des exercices, c'est le sommet. Sinon, tu aurais E4 égale mg, je vais appeler ça h', une autre hauteur, plus 1 demi mv4 au carré. Et on vous dirait que quand v4 vaut, on va dire 1 mètre par seconde. Et donc, tu remplaces ici par 1. Et ça te donne la même chose. Ça n'a toujours plus qu'une inconnue et c'est parti. Ok. Bon. Vous connaissez la musique, hein. La force de frottement, c'est μc fois n. Ici, n, c'est égal à py. Py, c'est mg fois, ici j'ai mon angle bêta. Donc fois cos de bêta. Si je remplace tout ceci, μc c'est 0,2, mg c'est mg. Et cos de bêta c'est cos de 30, donc c'est racine 3 sur 2. Reste à trouver D3, 4. Et D3, 4 c'est égal à quoi? H sur sin bêta. À h sur sin bêta. Parce que j'ai un triangle rectangle ici, comme ceci, avec h là, d ici, et bêta ici. H c'est mon inconnu, mais donc ça ne me dérange pas de l'avoir dans mes équations, puisque ça va me permettre de la trouver. Sur sin 30, ça fait h sur 1 demi, ça fait 2h. Et donc si je remplace ça dans mon équation de base, j'ai moins 0,2 mg
racine 3 sur 2 fois 2h. Si je simplifie mon 2 et mon 1,5, ça fait moins 0,2 mg racine 3 h. 0,2 c'est un cinquième, je pourrais écrire ça moins racine 3 sur 5 mgh. Honnêtement, vous écrivez ça comme vous voulez. Si vous avez envie aussi de le taper à la calculette pour voir combien ça fait, c'est pas un problème, hein. C'est plus une question de style ici. On n'est pas en maths. Vous auriez aussi pu m'écrire que ça fait 0,35 mgh. Tout ceci me convient comme réponse. Ok, ben on a tout trouvé. Et donc on va pouvoir résumer. J'ai E1 plus le travail pour aller de 1 à 2, plus le travail pour aller de 2 à 3, plus le travail pour aller de 3 à 4 est égal à E4. E1, on avait trouvé que c'était mg grand H. C'était premier slide. E1, c'est mg grand H. Et mon travail, il était ici. C'était moins 0,16 mg. Donc j'avais moins 0,16 mg. Ensuite, j'avais eu la partie sur le sol, qui valait moins 0,2 mg. Et là, on vient de calculer celle sur le plan qui monte, qui valait 0,35, oups, j'ai oublié le moins 0,35 ou moins racine 3 sur 5 mg, et pas oublier ici, il y a h qui rentre en jeu, est égal en 4 à mgh. Alors j'ai une petite question piège pour vous. Comment ça se fait ici que j'ai chaque fois une masse fois une accélération, c'est-à-dire une force, un poids. Donc ici j'ai un newton fois 1 mètre. Par contre ici j'ai que des newtons, ici j'ai que des newtons, ici j'ai des newtons fois mètre, et ici j'ai des newtons fois mètre. Du coup, est-ce que ça veut dire que j'ai fait une erreur quelque part ou pas? Non, c'est pour nous dire que ça ne dépend pas du poids, c'est juste du point de départ et du point d'arrivée. Mais comment ça se fait en termes d'unité que ici j'ai pas de mètre? Parce que EP est égal à 0 à ce moment-là. L'énergie Hmm, potentielle égale 0. ben là c'est des travaux, donc peu importe l'énergie potentielle, c'est le travail d'une force de frottement. On n'est pas sur plan incliné. Le suicide était sur plan incliné par exemple. Alors ici, en fait, c'est juste parce que c'est caché dedans. Si on reprend le premier, par exemple, vous voyez, 0,16 mg, c'était la force. Et ici, G aussi, 1 mètre. Mais c'est fois 1 mètre. Donc, si vous voulez, ici, G fois 1 mètre. Et donc, méfiez-vous quand vous regardez les unités comme ça à la fin. En fait, mon 0,16, il a des unités entre guillemets. C'est 0,16 mètres. Et donc, quand vous faites de l'analyse dimensionnelle, il faut pas le faire n'importe quand. Et toujours bien se rappeler de, oui, à un moment, j'ai remplacé par des valeurs numériques et donc j'ai pas noté les unités. Ça va, donc ici, c'est un petit piège juste pour vous faire un peu réfléchir, de pas non plus paniquer en vous disant à la fin, mais tiens, c'est bizarre, ici j'ai des H, là j'ai des H, mais là j'ai rien. Peut-être qu'il me manque des H. Non, c'est juste que là, on connaissait vraiment la distance parcourue. C'était pas une inconnue avec grand H, petit H ou quoi. Maintenant, ce qu'a dit Cyril m'intéressait, c'est on voit tout de suite que j'ai le poids qui se retrouve partout. Donc mon énergie, elle dépend du poids. Mais comme elle dépend du poids à chaque endroit,
Ben, la hauteur à laquelle je pars par rapport à la hauteur à laquelle j'arrive ne dépend pas, pardon, ne dépend pas du poids. Je me retrouve donc avec grand H moins 0,16 moins 0,2 moins racine 3 sur 5 H égale H. Grand H c'était 0,6, donc ça fait 0,6 moins 0,16 moins 0,2 égale 1 plus racine 3 sur 5 H. Et donc ça veut dire que H est égal à 0,6 moins 0,2, ça fait 0,4. Ça fait ici 0,24 sur 1 plus racine 3 sur 5. Alors, il y aurait moyen de s'amuser à résoudre ça. Maintenant, on peut tout de suite le calculer à la calculette parce que ça va pas donner quelque chose d'excessivement joli. Hop, ça fait 0,178 mètres. Donc ça veut dire que sur mon problème, plutôt que faire comme ça, je partais ici de 60 cm et au final, de l'autre côté, je me retrouve juste à 17,8 cm. On pourrait continuer cet exercice entre guillemets indéfiniment. Parce qu'une fois que ma masse est là, qu'est-ce qu'elle va faire d'après vous? Descendre. C'est ça, elle va descendre. Et à votre avis, est-ce qu'elle va remonter ici? Oups. Est-ce qu'elle va remonter ici? Non. Non, il y a peu de chance. Vu à quel point elle a perdu ici, elle a perdu grosso modo 40 cm. Ça veut dire que ma masse, elle va s'arrêter quelque part ici sur le sol. Pour info, l'année passée, en août, je pense, j'avais posé la question suivante. J'ai un savon ici sur le bord de ma baignoire. Et ici, ça en dessous, c'est une baignoire. J'ai un savon posé là et il tombe. Ici, on va supposer que c'est bien lisse et il n'y a pas de force de frottement. Ce que j'avais supposé pour faire un petit exercice rapide en fait, parce qu'on n'a pas toujours le temps de faire plein de questions. Et par contre, en dessous, je ne sais pas si vous voyez ça, il y a des tapis de salle de bain qui sont antidérapants pour empêcher de tomber dans, surtout chez les personnes âgées, empêcher de tomber dans le bain. Et donc la question c'était, ok, ben, donc ici il y a un fort coefficient de frottement. Ici égale 0,8 par exemple. Et ma question c'était où s'arrête mon savon? Et donc là, on avait l'énergie en haut. Il n'y avait même pas besoin de regarder l'énergie en deux parce que comme il n'y a pas de frottement dans cette partie-là, l'énergie est conservée. Et donc le seul travail que j'ai, si je dis que ça c'est le moment 1, ça le moment 2 et le moment à l'arrêt le moment 3, vu l'exercice, j'aurais pu juste écrire ça directement. Alors, je peux passer par les étapes intermédiaires, mais le seul endroit où je perds de l'énergie, c'est quand il y a des frottements de 2 à 3. Comme il n'y a pas de frottement de 1 à 2, bah, il ne se passe rien. Mon énergie en 1, plus le travail pour aller de 2 à 3, est égal à l'énergie en 3. Et vous pouviez trouver ainsi la distance parcourue par votre savon. Est-ce que c'est clair cet exercice pour tout le monde? Oui. Ça marche. Voilà, c'est long comme exercice. Typiquement, c'est un exercice que on poserait plutôt dans cette forme-là à l'examen, plutôt que dans cette forme-ci. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'en fait, si vous êtes capable de faire la première partie, il y a de fortes chances que la deuxième et la troisième, ça aille tout seul. Alors, pour moi, il faut distinguer deux types d'examens. Premier type d'examen, on peut venir en présentiel et donc vous avez un énoncé comme ceci.
plus d'autres questions évidemment, et vous avez 2 heures pour le résoudre. Si jamais on est en distanciel, on a décidé de ne pas vous donner d'examen écrit, mais de vous faire un oral à 100%. Vous allez voir que dans certains cours, ce sera d'abord un écrit suivi d'un oral. Chez nous, ce sera un oral, point. Alors évidemment, on n'a pas envie de passer 2 heures par oral. Vous êtes 240, c'est un peu long. Et donc, on va se cantonner à 20 minutes. C'est-à-dire que sur ce genre d'exercice, je pourrais vous donner ça, mais alors ma première question, ce serait de trouver l'équation générale, c'est-à-dire E1 plus les différents travail égale E4. Et puis, je pourrais vous faire trouver E1 et le premier travail, par exemple. Et donc, ce sera un peu frustrant, mais à l'examen, si c'est un oral, on ira rarement jusqu'au bout. On ne trouvera pas cette hauteur petit h. Je m'arrangerai pour tester avec vous si vous voyez comment résoudre et si vous savez résoudre les moments clés. Alors qu'un examen écrit, là, on vous demandera d'aller jusqu'au bout, parce que c'est quand même intéressant de savoir résoudre un exercice jusqu'au bout. Maintenant, en termes de cotation, au final, ce sera plus ou moins la même chose. Je dirais juste que l'oral, mais bon, ça c'est le principe des oraux, va un tout petit peu plus tester votre compréhension, alors que l'écrit va un peu plus tester vos capacités mathématiques, de résolution, etc. Parce que typiquement, ce que j'ai pas envie de faire avec vous en oral, c'est commencer à résoudre un système de 3 équations à 3 inconnus. C'est beaucoup de temps perdu pour juste vérifier que vous savez faire des maths, en fait. C'est important pour moi que vous soyez préparés un peu aux 2 types d'examens. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions là-dessus sur comment ça pourrait se dérouler. Comme ça, il n'y a pas de surprise pour vous, ni pour moi. Et du coup, si vous demandez de placer des forces, etc., on devra vous dire comment les placer et tout? Oui. Typiquement, ici, je pourrais vous demander qu'est-ce qu'il y a comme force. Vous allez me dire le poids. Je vais dire d'accord, comme ça. Là, vous allez crier et dire non, non, monsieur, vertical, vous êtes bête. Je dirais pardon, pardon, comme ça. Oui, voilà. Et puis je demanderai qu'est-ce qu'il y a d'autre. La normale, je la dessine comment? Perpendiculaire, comme ça. Non, non, monsieur qui sort, blablabla. Voilà. Un peu comme on est ici en classe, en fait. Pour ça d'ailleurs que je le fais comme ça. L'idée étant que pour gagner du temps, c'est nous qui allons dessiner. Et quand je dis nous, en fait, si vous m'avez en TP, vous m'avez moi en examen. Sauf si je suis malade, mais... Et donc, vous allez m'aider à mettre les forces. Sachant que en fonction de où ça bloque, j'aiderai plus ou moins. Et donc, si à un moment je vois qu'un étudiant met très bien toutes ses forces, je ne vais pas continuer à faire chaque fois le même piège. Et je vais pas, s'il y a un deuxième plan incliné qui m'a déjà bien mis une fois une force du poids, je vais pas dire et donc la force du poids comme ça. Enfin, le but c'est pas de faire un running gag. Et donc ce seront des questions rapides. Voilà, mettre les forces. C'est quoi les équations de la statique? Ok, tu serais me décomposer ça selon un système d'axes. Oui, super. Je vois que tu maîtrises la statique. C'est bon, on va passer un peu en dynamique. Voilà, les forces comme ça, d'accord. C'est quoi l'équation de la dynamique? Et avancer rapidement comme ceci, sans rentrer dans des longs calculs. Je dirais que le seul cas où je rentrerai dans de longs calculs, c'est si un étudiant est parti pour avoir 18 sur 20, par exemple. Alors je pourrais vite terminer pour voir si il arrive à faire la toute dernière étape qui est le calcul. Mais c'est plutôt dans la dernière étape. C'est clair pour tout le monde? Monsieur, Oui. pour les équations de cet exercice, on pourrait utiliser durant l'examen la variation de l'énergie cinétique sans toutefois utiliser ce que vous avez fait, non? C'est-à-dire? C'est-à-dire que d'utiliser l'énergie potentielle, peut-être moi j'utilise le travail de F et le travail du poids, ça ne dérange pas. Non, c'est strictement pareil. Maintenant, je te conseille quand même d'être à l'aise avec l'énergie potentielle parce que ça permet de gagner du temps dans beaucoup de cas. C'est aussi quelque chose qui est énormément employé partout. Et donc, il y a beaucoup de chances que si tu demandes à quelqu'un qui a fait ses études il y a longtemps et que tu lui parles du travail du poids, il va pas comprendre. Alors que si tu lui parles d'énergie potentielle, ça,
La plupart des gens en entreprise s'en souviennent encore assez bien, même si ça fait longtemps qu'ils ont fini leurs études. Donc, parler du travail du poids, moi je le verrais plus comme une démonstration, mais pas comme quelque chose que je calculerais. Tu vois, c'est intéressant de se rendre compte que si tu calcules le travail du poids, tu tombes sur MGH. Mais de manière générale, ça c'est plutôt ce qu'on appelle l'énergie potentielle de pesanteur. Donc si j'étais toi, j'éviterais. Maintenant, si tu me fais ça à l'examen, je compte pas ça comme faux. Mais j'éviterais. Ça répond à ta question ou c'est pas trop clair? Non, ça va, merci. Ok, alors comme je vous ai dit, vous êtes un peu en avance comparé aux autres groupes. Donc là, on va avoir un peu de nouvelles matières. Ici, j'ai un système de deux masses reliées par une corde, mais avec une poulie. Ici, un frottement ici avec la surface entre la masse M1 et le sol. La question cette fois-ci, justement, tu me demandais est-ce qu'on demandera toujours la hauteur maximale ou quoi? Bah, on part d'une certaine hauteur à vitesse nulle. Mon système est en train de descendre et on demande à quelle vitesse il vient de toucher le sol. Si je représente ça différemment, au moment 1, j'ai une vitesse nulle. Et puis, au moment 2, je cherche la vitesse. Alors, quand on résout ce genre de problème, je vous dis de toujours mettre les moments. Et donc, pas hésiter, pour se fixer les idées, à représenter la situation aux deux moments, quitte à faire un deuxième schéma juste à côté ou quoi. Mais donc ça, c'est mes deux moments. Sachant chaque fois qu'ici, voilà, là, ma vitesse vaut nul, vaut 0, pardon. Ici, ma vitesse, c'est ce qu'on cherche. Et on pourrait faire la même chose avec la poulie. La poulie, au moment 1, elle ne tourne pas. Donc, elle a une vitesse angulaire 0. Par contre, au moment 2, elle a une certaine vitesse angulaire qu'on va chercher aussi. Sachant cela, sachant qu'il y a donc, vous avez ici le résumé des valeurs avec un coefficient de frottement μc entre M1 et la pente. Comment est-ce que vous résolveriez ceci? Énergie en rotation et en translation. Par la dynamique. Voilà, donc premièrement, il y a moyen de le faire avec la dynamique. Mais si on a l'énergétique, et en fait l'énergétique est souvent plus simple. Maintenant, plus simple, c'est des grands mots, hein. Tout dépend aussi de avec quoi vous êtes à l'aise. Maintenant, si vous êtes très à l'aise avec les deux matières, l'énergétique est un peu plus rapide. Alors, il va y avoir de fait de la translation, de la rotation, mais avant de rentrer dans les détails de l'énergie, qu'est-ce qu'on pourrait écrire comme équation générale? E2 est égal à E1 plus le travail de 1 vers 2. Non, plutôt plus le travail de 1 vers la poulie. Alors, bah, je suis d'accord avec vous, plus avec la première formulation. Donc, l'énergie au moment 1, plus le travail que j'ai perdu en passant de 1 à 2, est égal à l'énergie en 2. Pour l'instant, la poulie, elle va rentrer dans l'énergie de mon système. Parce que quand j'écris E1,
c'est l'énergie du système dans l'ensemble. Et donc, mon système, c'est quoi? C'est ma masse M1 reliée à une corde avec la poulie reliée à M2. Ça, c'est tout mon système. J'ai 1, 2, 3 objets dedans. Comme d'habitude, on considère la corde comme négligeable. Si ma corde avait une masse de 1 kg, alors j'aurais un quatrième système, la corde. Et donc, on va regarder un peu les différentes énergies. Premièrement, j'ai l'énergie de ce bloc-ci. Et donc, cette énergie, on pourrait la donner au moment 1 et au moment 2. C'est quoi l'énergie du bloc M1 au moment 1? MGH. Alors, donc tu me dis qu'au moment 1, décidément, tu me dis qu'au moment 1, c'est M1, G, H. H par rapport à où? Disons qu'il est où H? C'est quoi H ici? La distance de l'horizontale jusqu'à la masse M1. Et est-ce que vous avez l'impression qu'on va réussir à trouver ce H? Non, c'est pas évident. Du coup, on peut prendre le niveau de référence à ce niveau à M1 vu que sa vitesse elle est nulle là-bas aussi. C'est ça. Alors honnêtement, ça marcherait de prendre ici. Ça marcherait de dire EP égale 0. Mais en fait, comme en dynamique, quand on disait « Ah ben j'ai d'accord un grand système avec 3 parties dedans », ici j'ai dit il y a M1, il y a la poulie, il y a M2. Donc si je regarde la masse 1, eh ben, je peux choisir à l'intérieur de ce sous-système, si vous voulez, juste la masse 1, un niveau d'énergie 0 propre à ce système. Et donc je peux dire, on va décider que ceci est mon niveau 0 pour ce système. Ce qui fait qu'au début, j'ai une énergie potentielle de 0. Et à la fin, j'ai une énergie potentielle de M1, G, on va appeler ça H, sachant que je définis H comme cette hauteur-là. D'après vous, comment est-ce que je pourrais trouver H? Regardant avec le signe, etc. Ok, donc si je suis bien, ça veut dire que je vais avoir un triangle rectangle avec alpha ici. Mais du coup, il me manque une longueur d'un côté pour trouver H. À votre avis, est-ce qu'il y a quelque chose que je connais? On peut utiliser la conservation de l'énergie pour trouver la distance parcourue. Le problème, c'est que tu connais pas cette chose, cette conservation de l'énergie. Tu sais pas quelle vitesse il a en 2. Si tu connaissais la vitesse là, oui, tu pourrais la trouver. Mais sans ça, ici, il faut... L'hypoténuse, ça vaut 1. Oui, Comme je vais le expliquer bloc pourquoi. M2, il descend de 1 mètre. C'est ça. Ici, mon bloc M2, la corde est tirée de 1 mètre vers le bas. Et la corde ici, touc. Comme c'est la même corde partout, ça veut dire que la corde ici a été tirée de 1 mètre vers le haut. Donc, je pourrais dire que dans ce cas-ci, le déplacement de 1 vers 2, il est de 1 mètre.
Et donc j'ai un triangle rectangle avec ici H, 1 mètre ici, et là j'ai un angle de 36,87 degrés. Et donc H, c'est égal à quoi? À 1 sur sinus. Si je vais un peu trop vite. Donc j'ai mon sinus, je vais le faire comme ça pour essayer de ne pas me tromper. C'est égal à l'opposé sur l'hypoténuse. Et donc H est égal à ceci. Sinus de 36,87, ça fait 0,6 mètres. Ça va pour tout le monde? Je prends ce silence comme un non ou comme un oui? Oui, ça va. Oui. Ça va? Et donc j'ai ici M1G fois 0,6. Alors on essaye souvent de ne pas vous mettre trop de maths, mais bon, parfois il n'y a pas le choix. N'oubliez pas que voilà, quand il y a des cordes, il y a des liens forts. On pourrait voir ça comme une force de cohésion. Si ma masse 2 descend de 1 mètre, ma masse 1 monte de 1 mètre. Mais quand on dit monte, bah, elle monte selon le plan incliné. Donc elle fait 1 mètre comme ceci. Ici, quand on cherche l'énergie potentielle, on est plus intéressé vraiment par la hauteur parcourue. Et donc il faut faire un peu de trigonométrie. Ok, alors est-ce que dans mon système de la masse 1, au début, j'avais donc pas d'énergie potentielle ni d'énergie cinétique, juste 0. À la fin, est-ce que j'ai juste de l'énergie potentielle ou est-ce que j'ai aussi l'énergie cinétique? Vous parlez de la fin avec la masse 1 ou avec la masse 2? Donc là, pour l'instant, je reste dans la masse 1. Je dis, avant, il n'y avait pas d'énergie. Et je regarde après, qu'est-ce qu'il y a comme énergie. Donc après, on a vu qu'il y a... Il y Répète, a désolé. l'énergie potentielle et l'énergie cinétique. Il y a l'énergie potentielle et l'énergie cinétique. Moi, je vous conseille de travailler comme ça. C'est pas obligatoire. Mais quand vous avez plusieurs systèmes, en fait, de faire entre guillemets la conservation de l'énergie par système. Vous voyez, je regarde ici 1, ce qui s'est passé au début et ce qui se passe à la fin. Et donc ici, ce sera un demi M1 V2 au carré. Où V2, c'est ma vitesse au moment 2, hein, c'est pas la vitesse de la masse 2. Mais en soi, ce qu'on peut faire pour se simplifier un peu la vie, V2, la vitesse au moment 2, bah, c'est ma vitesse. Puisqu'au moment 1, j'ai pas de vitesse. Et donc souvent, on note ça juste comme ça. C'est la vitesse qu'on cherche. Maintenant, je vais garder mon petit 2 ici. Hop. Donc ici, j'ai fini avec la première partie. Maintenant, je vous propose de regarder la poulie. Ma poulie, elle ne va pas avoir d'énergie potentielle parce qu'elle ne change pas de hauteur. Une autre manière de le voir, ce serait que le travail du poids est compensé par le travail de la normale, mais le plus simple encore, c'est de se dire, il n'y a pas de déplacement. S'il n'y a pas de déplacement, il n'y a pas de travail. Mais attention, il n'y a pas de déplacement en ligne droite. Il n'y a pas de vecteur déplacement, mais on tourne. Le fait de tourner, ça veut dire qu'on a un mouvement, et donc on a une énergie cinétique. On a une énergie cinétique de rotation. Car oui, cinétique, ça peut être soit un demi mv carré, là on est en translation. Ben, en rotation, c'est la même chose, sauf que la masse devient le moment dynamique, exactement comme pour la dynamique. Et au lieu de parler de vitesse, on parle de vitesse angulaire.
Et en fait, toutes les formules de rotation, c'est toujours la même chose qu'en translation, mais avec des variables angulaires. Vous vous souvenez du travail? C'est le produit scalaire de F avec D. Et ben, quand on tourne, c'est le moment de force avec l'angle. Ça va? Alors, je vais le faire comme ça. Vous verrez ça exactement, mais il faut juste faire attention au sens. C'est toujours la même chose, mais avec des variables angulaires. Ça, vous verrez dans les vidéos pour la semaine prochaine avec Monsieur Van Larbeek. Et donc ici, au début, ma poulie ne tourne pas. Par contre, après, elle tourne. Donc après, j'ai 1/2 I oméga 2 au carré. Alors I, rappelez-vous, si c'est une poulie pleine, si elle est creuse, c'est pas la même chose. Mais si elle est pleine, c'est mr carré sur 2. Ça va être 1/2. M, c'est la masse de la poulie fois le rayon de la poulie au carré sur 2 oméga 2 au carré. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas la vitesse angulaire, c'est la vitesse. Est-ce qu'il n'y a pas un lien entre oméga et V? Le rayon. Le rayon. Et c'est quoi le lien exactement? C'est quoi la formule? V égale à R oméga. V égale R oméga. Moi, j'ai dit oméga R, mais c'est pareil, hein. Et donc, je peux remplacer ici mon oméga sur R. Et donc, ça va me donner V2 sur R au carré. Ça c'est car V2 égale R oméga 2. On peut simplifier le rayon. Oui, je vais le faire. Après, là, pour l'instant, je tape un peu toutes mes formules. Et après, il y a plein de choses qui vont se simplifier de fait. Ouais, comme tu l'as déjà vu, on peut le faire. Ici, j'aurai du R carré qui va se simplifier avec du R carré ici. Du R carré ici. Ok. Voilà. Comme je vous l'avais dit au début, ce qu'on va faire, c'est voir de plus en plus de types d'énergie. Là, vous en avez un en plus qui est l'énergie cinétique de rotation. J'y reviens un peu plus tard. On va terminer d'abord mon exercice en disant, OK, considérons la masse 2. Alors, ma masse 2 au début, est-ce qu'elle a de l'énergie ou pas? Une énergie potentielle. Elle a une énergie potentielle qui vaut combien? Et si on prend le niveau des références sur notre plan horizontal, ça va donner mg fois 1. Non? Voilà. Ici, donc, on peut reprendre un nouveau niveau de référence. Il n'y a pas de souci, il sera propre à ce système-là. Et donc, on peut dire ici qu'on a mg fois 1. Ça, c'est la subtilité dans cet exercice, comme on n'en avait encore jamais fait, c'est d'être capable de prendre deux niveaux de référence. Même si en fait ça marche, hein. Parce que vous allez vous retrouver à gauche avec ici M1 GH en plus, puisqu'on commence, je vais appeler ça H', avec M1 GH' en plus, mais vous l'aurez retrouvé aussi à droite, puisque ici, j'aurais pas été à une hauteur H, mais j'aurais été à une hauteur H plus H'. Mais ça devient un peu décontenançant, parce que au final, j'ai entre guillemets deux inconnus, dont une qui se simplifie de chaque côté. Autant choisir tout de suite un niveau 0 adapté.
Ok, et qu'est-ce que j'ai comme énergie à droite? Pour M2, comme énergie au moment 2 pour la masse M2. A demi mv carré. Voilà, voilà. Alors, vous voyez que chaque système en soi a la conservation de l'énergie pour lui-même, pour lui tout seul. Maintenant, ce qui va tout changer, c'est qu'il va y avoir un travail sur la masse M1 qui va influencer l'ensemble du système, pas juste ma masse M1. Ça, c'est le travail de 1 à 2 qui vaut le produit scalaire des forces de frottement avec le déplacement de 1 à 2. Ce qui fait moins la force de frottement. Et ici, on avait déjà trouvé que mon déplacement était de 1 mètre. Donc ça fera juste moins la force de frottement fois 1. Et là, on a le jeu classique. La force de frottement, c'est μc fois n. Ici, vu mon schéma, n y contrebalance py. Μc fois py. Vous voyez que je vais un peu plus vite. Juste, soyez toujours bien prudent. Si jamais j'ai une corde qui tire, ça peut tout changer. Ici, j'ai ma corde qui tire comme ceci, et donc elle joue seulement sur X. Mais imaginons que j'ai un plan incliné avec ma corde qui tire comme ceci. N'oubliez pas que ça va affecter N. Donc évitez vraiment de retenir par cœur N égale PY. Retenez chaque fois qu'on fait la statique selon Y, et qu'en fonction de différentes forces qui peuvent agir dessus, tout peut changer. C'est parti. Ici, j'ai donc μc fois mg. Alors, c'est ma masse 1, donc ce sera grand M, grand M1, G, fois, et ici, j'ai mon angle alpha qui se retrouve là en dessous, donc ce sera bien le cosinus de mon angle de 36,87 degrés. Ça va tout le monde pour cette partie-là? Ça commence à être classique, on vient de le faire 3 fois juste avant. Ok, et ben on va réécrire tout ça. J'ai donc M2G moins μc M1 G cosinus de 36,87 degrés qui est égal à M1 G fois 0,6 1 demi M1 V2 au carré plus 1 demi, alors ici on avait déjà simplifié les R, donc ça fait M demi fois V2 au carré plus 1 demi M2 V2 au carré. Voilà, voilà. Alors on retrouve quoi? Il y a toujours moyen de vérifier un petit peu. Ici, en soi, on retrouve ce terme-là. L'énergie potentielle de ma masse 2 du départ. Là, on retrouve bien mes forces de frottement qui vont faire perdre de l'énergie à mon système. Ensuite, à l'énergie 2, on voit bien que ma masse 1, elle a gagné en énergie potentielle, qu'elle a gagné en énergie cinétique. On voit bien que 2 a gagné en énergie cinétique. Et ici, on a un terme un peu bizarre qui est 1 quart mv2 au carré. Là, on voit qu'il y a une idée, c'est 1 demi fois 1 demi mv2 au carré. C'est comme si ma poulie avait gagné une énergie cinétique de translation.
Pourquoi il y a ce terme 1,5 devant? Parce que ici, ça dépend vraiment de la géométrie de la poulie. Et comme c'est un disque plein, il y a ce 1,5 qui vient devant. C'est pour ça que c'est beaucoup plus clair de garder plutôt en tête 1,5 I oméga carré, qui lui va tenir bien compte de cette géométrie particulière pour les rotations. Mais au final, on tombe sur un terme assez courant en fait. Alors, ça a quoi comme effet d'avoir une rotation de la poulie? Vous voyez qu'à gauche, j'avais une énergie de départ. Malheureusement, j'ai perdu une partie de cette énergie, mais cette départ, elle est convertie en de l'énergie pour le bloc 1, de l'énergie pour le bloc 2. Alors évidemment, comme ici j'ai un troisième terme, l'énergie de la poulie, bah, je vais avoir moins d'énergie disponible pour mon bloc 1 et mon bloc 2. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez retenir, et c'est une des principales qualités de l'énergétique, c'est qu'il y a moyen de raisonner à plein de points de vue pour plein d'éléments, c'est que c'est quelque chose de fixe, l'énergie. Sauf s'il y a un travail, alors je peux en perdre ou en gagner, mais a priori, c'est quelque chose de fixe. Donc imaginons ici qu'il n'y ait pas de travail pendant un instant. J'avais une certaine quantité d'énergie, disons 100 joules. Bah, si je dois la répartir juste en une énergie pour mon bloc 1 et une énergie pour mon bloc 2, il va y avoir plus d'énergie disponible que si en plus je dois rajouter quelque chose pour la poulie. Et donc dès que j'ai une poulie qui tourne, ça va me prendre une partie de mon énergie et donc ça va aller plus doucement. Et donc instinctivement, et c'est assez amusant parce qu'une fois qu'on connaît l'énergétique, c'est très simple, mais si vous demandez, j'avais fait le test à un moment pour un sondage, aux gens, tiens, j'ai une poulie avec une masse ici, est-ce que ça tombe plus vite que si j'avais juste lâché la masse? Alors la plupart des gens ont bon, mais il y a quand même pas mal de gens qui se disent, ah ben ça va aller de plus en plus vite parce que la poulie va s'emballer et entraîner le... Alors qu'en fait, avec l'énergétique, c'est assez évident. Au début, j'ai une énergie potentielle, MGH, qui devient un demi-MV carré. Ça, c'est la chute libre. Par contre, si c'est rattaché à une poulie, bah, ça devient un demi-MV carré plus un demi la masse de la poulie, je vais plutôt faire l'inertie de la poulie, oméga carré. Et donc, ben, je dois séparer mon énergie en deux termes. Et donc, j'ai pas le choix, ça va tomber plus doucement. Imaginons même que ma poulie soit excessivement massive, donc qu'elle ait une inertie très très grande. Ben là, vous pourriez comprendre pourquoi ça va rester immobile. Parce que si ça commençait à descendre, l'inertie sera tellement grande ici que j'aurais besoin d'une vitesse angulaire tellement petite qu'à l'œil, on ne verra pas que ça tourne. Et en fait, quand je dis à l'œil, à cause des frottements statiques du couple résistif statique sur la poulie, ça ne bougerait pas. Et donc avec l'énergie, on peut trouver plein de petites conclusions très rapidement. Si je prends un plan incliné, et on va dire sans frottement, que je mets un bloc dessus, il va glisser à une certaine vitesse. Si jamais, alors le problème c'est que sans frottement ça va pas rouler, mais si jamais j'avais un cylindre que je fais rouler, qui va rouler comme ça, il va arriver moins vite en bas. Pour mieux s'en convaincre, comme faire une expérience sans frottement avec quelque chose qui roule, c'est compliqué, il y a une chouette expérience que je vous aurais emmené voir qui prend deux cylindres. Un cylindre d'une masse de 500 grammes et un autre cylindre d'une masse de 500 grammes. Donc quand je vais avoir dans les termes de mon énergie un demi mv carré et un demi mv carré, vous voyez comme c'est la même masse, ça devrait donner le même type de terme. Par contre, mon cylindre à gauche, c'est un cylindre avec toute sa masse au centre. Ici, en fait, à l'extérieur,
on a du bois. Et au centre, on a du fer. Ici, comme rappelez-vous, l'inertie, la formule générale, c'est à quel point la masse est loin de l'axe de rotation. Donc ici, mon inertie est petite. Je prends ensuite un cylindre, le même rayon, mais cette fois-ci, on a mis le fer à l'extérieur et le bois à l'intérieur. Donc j'ai quelque chose comme ça, avec une fine couche de fer ici et du bois au centre. Ce qui veut dire que la masse, elle est plutôt à l'extérieur et donc j'ai une inertie grande. Alors grande par comparaison, hein. Si je mets le cylindre avec le bord plein ici, et que je lâche les deux en même temps, d'après vous, lequel arrive en premier? Je vais appeler ça le cylindre 1, ça le cylindre 2. Qu'est-ce qui va arriver le premier en bas? Les deux vont arriver au même moment. Je laisse un peu les autres réfléchir aussi. Vous êtes d'accord avec ce qu'a dit Cyril ou pas? On va le résoudre. Le moment 1, le moment 2. Hop. S'il n'y a pas de frottement, E1 égale E2. Ça, c'est sûr. Alors là, à gauche, je considère juste la masse petit m. Donc son énergie, c'est mgh. Alors pour simplifier la vie, on va dire qu'on part à 1 mètre de haut. Donc l'énergie du départ, c'est 0,5 fois 10 fois 1. J'ai 5 joules au départ. À droite, c'est pareil. J'ai mgh. Comme c'est la même masse, j'ai 0,5 fois 10 fois 1. Au début, j'ai 5 joules. Maintenant, regardons mes différents cylindres. À gauche, quand je serai tout en bas, ici, donc, j'aurai une énergie cinétique plus une énergie cinétique de rotation. Et de l'autre côté, j'ai 1 demi mv carré plus 1 demi i oméga carré. C'est pas le même, hein. Ici c'est le i de petit m, ici c'est le i de grand m. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que cette partie-là va devoir partager son énergie avec la partie de rotation. Oméga, c'est à quel point on tourne vite sur soi-même. Mais j'ai un lien, rappelez-vous, V c'est oméga R. Et donc, oméga, c'est V sur R. Donc je peux le réécrire, j'ai 1 demi m v carré plus 1 demi im v carré sur r carré. Et pareil de l'autre côté. Les deux ont le même rayon. Et donc ce qui change ici, c'est juste ce im là. Alors j'ai pas envie de le résoudre exactement, mais je peux y aller un peu au Vogelpick. Imaginons que je tombe sur V qui vaut 1. J'aurai 1 au carré ici, et j'aurai 1 au carré ici. Imaginons que je tombe là-dessus, que je résolve ou que je mesure. Ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, comme im est plus grand que i petit m, là j'aurai une grande valeur. Par exemple,
5 fois 1,5. Alors que de l'autre côté, j'aurai une petite valeur, 2 fois 1,5. Ça veut dire que ce qui me reste pour venir ici, dans ce cas-ci, il me reste plus d'énergie disponible. Alors évidemment, c'est une balance hein, qui va se faire avec la vitesse, mais c'est juste pour faire comprendre. Ici, j'ai plus d'énergie possible, et là, j'ai moins d'énergie disponible. Et donc, quand j'ai une grande inertie, je vais perdre beaucoup d'énergie pour faire tourner mon cylindre. Si je perds beaucoup d'énergie pour faire tourner mon cylindre, ça veut dire que celui-ci va avoir une plus grande vitesse. Plus grande vitesse V. Pourquoi? Parce que simplement, il perd moins d'énergie à cause de sa rotation. Alors que celui à droite, il va perdre beaucoup d'énergie en rotation, et donc il a moins d'énergie disponible pour arriver en bas. Alors c'est une expérience qui est assez précise, et donc souvent on met deux cloches. On l'a en même temps, on met une cloche grave pour la première masse, et une cloche aiguë pour la deuxième masse. On les voit qui descendent, et puis vous verrez que c'est toujours celle-ci qui sonne en premier. Ça va ou ça va pas? Ça va. Ça Ça va? va, nickel. Ok, parfait. Parfait, parfait. Voilà, ça c'est plus, bon, normalement j'explique pas ça maintenant, j'explique ça quand on va à l'expérimentarium, mais cette année-ci, c'est pas possible. Monsieur? Oui, En fait, du coup, c'est ce que vous avez expliqué. Donc, par exemple, vous avez 100 joules, vous devez les répartir en deux. Vu que IM minuscule est plus petit, vous lui en donnez moins, et donc on en a plus à garder pour la vitesse, c'est ça? c'est ça, Ok, c'est ça ça. va. Sauf que le jeu se fait via la vitesse, tu vois, qui se retrouve quand même des deux côtés. Donc l'adaptation se fait automatique. Mais si on regarde à la fin, c'est assez clair que voilà, si on a un qui a tourné, ben, entre guillemets, ma masse ici et ma masse ici, enfin mon cylindre à gauche et mon cylindre à droite, ne peuvent pas tourner à la même vitesse. Parce que s'ils tournaient à la même vitesse, ça veut dire que le terme, tu vois, s'ils tournaient à la même vitesse, ça voudrait dire que ce terme-ci et ce terme-ci, bah, celui-ci serait beaucoup plus grand. Parce que s'ils tournent à la même vitesse, j'ai une plus grande inertie. Et donc c'est pas possible d'avoir la même vitesse parce que alors, ici, je pourrais pas avoir la même valeur. Donc oui, j'ai mes 100 joules, je veux les répartir. Bah, si ça me coûte très cher de répartir en rotation, j'aurais pas le choix, je pourrais pas aller très vite. Ok, ça va, merci. Mais ça, alors, c'est juste pour une courte distance, parce qu'à un moment donné, la masse grand M, elle rattrapera l'inertie qu'elle a perdue pour se mettre en route, non? Non, ce sera valable tout le temps. Ok. Et ce sera même de plus en plus le cas. Maintenant, encore une fois, dans la vraie vie, il y a des frottements et il y a des vitesses limites. Et le coefficient de pénétration de quelque chose qui tourne est différent de quelque chose qui tourne pas. Et donc, à un moment, elles vont aller toutes les deux à la même vitesse. Et la plus lourde va même, celle avec le plus grand moment d'inertie, va même commencer à rattraper l'autre. Mais là, si on est sur des très longues distances. Mais ça, vous verrez aussi, je pense, avec M. Van Larbeek au second quadrimestre, tout ce qui est les frottements quand on est sur des roulements, en fonction de la vitesse à laquelle on roule. Parce qu'en fait, bon, une manière très simple déjà de le comprendre, c'est que votre cylindre, s'il va doucement, il va rouler parfaitement.
Maintenant, plus il va prendre de vitesse, plus il va pas avoir le temps de tourner. Et donc, il va glisser et tourner en même temps. Et c'est pas les mêmes forces de frottement si on glisse que si on tourne. Et donc, à un moment, lui va se faire plus freiner, comme il commence à glisser aussi en même temps. Ce qui va permettre à l'autre de le rattraper. Donc, ce genre d'expérience, ça marche très bien si on prend une hauteur de 30 cm, un plan comme ceci par exemple, quelque chose 30 cm sur 1 mètre. Chaque fois quand on va chercher des trucs très grands, si vous prenez ça sur une pente de 10 mètres, alors vous allez avoir le même résultat final, c'est-à-dire que celle avec la plus petite inertie va arriver en premier au bout, mais ce sera pas directement proportionnel parce qu'il y a d'autres effets qui vont rentrer en jeu. Ça répond à ta question ou pas trop? Oui, oui. Ok. Bon, on va refaire un peu de maths hein, pour le plaisir. Donc, ici, on cherche V2. Bah, ça revient juste à taper tout ce qui n'est pas du V2 à gauche pour mettre V2 en évidence. Donc, j'ai... Ici, on va pouvoir remplacer. Alors, mes masses, dans cet exercice-ci, elles valaient 1 kg. Donc, j'ai ici 10 pour 1 fois 10, hein, 1 kg fois 10. 0,25, ça c'est un quart. Pouf. Fois 1 fois 10. Alors, ici, ça fait 0,8, 4 cinquièmes. Puis je peux faire passer de l'autre côté. Ça d'abord, ça fait moins 10 fois 0,6. Ça, c'est du V carré, on va laisser à droite. Et donc, tout ce qui reste, c'est à droite. Ça va si j'étais un peu vite. Donc, ça, c'est ceci, c'est ceci, c'est ceci. À droite, j'ai donc 1 demi fois 1 V2 au carré. La masse de la poulie, c'est 2 kg. Donc, ça fait 2 sur 4 V2 au carré. Plus 1 demi fois 1 V2 au carré. À droite, je peux simplifier déjà le 4 et le 4 ici. Ce qui fait que j'ai 10 moins 10 sur 5. Ça fait 2. Moins 6 est égal. Et ici, je peux mettre V2 au carré en évidence. 1 demi plus 1 demi plus 1 demi. 10 moins 6 fait 10 moins 8, ça fait 2. Qui est égal à V2 au carré plus... fois 3 demi. Je tombe donc sur V2 au carré qui vaut 4 tiers. V2 vaut donc racine de 4 tiers. Ça fait 2 sur racine de 3. Et si on veut l'écrire un peu plus joliment, ça fait 2 racine 3 sur 3. Et donc ça, c'est ma réponse. Et comme d'habitude, au cas où j'aurais fait une petite erreur que j'aurais pas vue, je vais aller vérifier si c'était bien ce que j'avais trouvé à tête reposée. Et c'est bien ce que j'avais trouvé à tête reposée. Alors 2 racine 3 sur 3. Ça fait combien? Ça fait environ 1,15 mètres par seconde. Ça, c'est la vitesse que vous avez en bas. Donc, c'est environ 4 km par heure. Donc ici, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais j'ai 1 kg ici, qui tombe de 1 mètre. Mais de l'autre côté, j'ai aussi 1 kg, avec un certain angle ici. Donc ceci va déjà ralentir ma chute libre, avec une composante du poids. Mais ce qui ralentit le plus ma chute libre, c'est toute l'énergie qu'on perd dans la poulie. Poulie qui est relativement massive de 2 kg. On repère un peu tous ces termes. Et donc,
Si on regarde où joue ma poulie, c'était ce terme-ci, c'était celui-ci, et donc c'est un de ces termes-là. Si je n'avais pas eu de poulie, au lieu d'avoir 3 demi, ici j'aurais eu 1. D'accord? Et donc, est-ce que ça va ça ou je vais trop vite pour l'instant? Déjà juste ça. Que ceci c'est chaque fois ce qui vient de la poulie. C'est bon. C'est bon? Et donc, ça voudrait dire que si j'enlève ce terme-là, imaginons que la poulie soit parfaite, pas d'inertie, je me retrouverai avec 2 égale V2 au carré. Et donc, V2 serait égal à racine 2. Oh, pardon. Et racine 2, c'est 1,41 mètres par seconde. Et là, vous le voyez. Vous voyez que si j'avais pas eu de poulie, je vais 30% plus vite dans cet exemple-ci. Et ça va dépendre évidemment de la masse de la poulie. Si la poulie valait 10 kg, alors ici, au lieu d'avoir 1 demi, j'aurai 5 demi. Et donc ça joue de plus en plus. Plus ma poulie va être massive, plus je vais perdre de l'énergie à la faire tourner. Et donc plus je vais perdre de l'énergie ici. Alors quand je dis perdre, c'est toujours entre guillemets, hein. Si ce qui m'intéresse c'est de faire tourner une poulie, alors c'est pas du tout perdu. Si par contre ça m'intéresse pas du tout et ce qui m'intéresse c'est d'arriver au sol avec beaucoup de vitesse, alors oui j'ai intérêt à mettre une poulie légère et de petits rayons. Monsieur? Oui. Je comprends comment vous arrivez à 4 tiers. Ici? Ouais. Ok. Alors j'ai juste enlevé ce que j'ai fait. Comme ça c'était juste une réflexion. Et je te réexplique ça. Hop. Donc, si on part de ceci, j'avais 10 moins 2 moins 6, ça fait 2. Ça va? Ouais. Et de l'autre côté, j'avais 1 demi plus 1 demi plus 1 demi, ça fait 3 demi. Ok. Ensuite, je fais passer mon 2 tiers de l'autre côté. Mon 2 tiers qui passe de l'autre côté, ça devient... mon 3 demi qui passe de l'autre côté, ça devient 2 tiers. Ah ok, ça va, j'ai compris. Ça va? Moi je faisais l'inverse, ok, ça va. Voilà, voilà. Est-ce que ça a été pour tout le monde cet exercice-ci? Oui, oui. Super, super, super. Bon. Alors, je vais vous présenter quelque chose que vous verrez avec Monsieur Van Larbeek en vidéo pour la semaine prochaine, mais comme ça, comme on l'a déjà vu, ça devrait être un peu plus simple s'il y a des questions. Lui, il va faire des vidéos un peu plus chouettes, hein. Moi, ici, je vais juste vraiment rentrer dans le vif du sujet directement et vous parler des ressorts. Alors, quand on parle de ressorts, il faut se rendre compte que ça peut s'appliquer à beaucoup plus de choses que ce que vous pensez. Alors, premièrement, ça s'applique aux ressorts. Ça, c'est clair. Maintenant, un ressort, globalement, c'est quelque chose qui a un état à l'équilibre. Ici, c'est ce qu'on va appeler la position à l'équilibre. Et donc, je vais imaginer ici que le bord là, il est fixe. Ça bouge pas. Et donc là, mon ressort, il est à l'équilibre. Si j'y touche pas, il tient comme ça. Ce ressort, il peut être compressé ou étiré. Alors, vous verrez avec Monsieur Van Larbeek que l'effort, c'est pas un effort de traction, mais un effort de torsion dans la plupart des ressorts actuellement. Moi, là, je vais voir le ressort parfait dans sa conceptualisation. Je laisse des détails à la vidéo pour le dire. Un ressort, c'est quelque chose qui a une position d'équilibre qui peut être étiré ou compressé. Un exemple de ressort
auquel vous pensez peut-être pas directement, c'est un élastique. Un élastique, ça va suivre ce qu'on appelle la loi de Hooke, ça va répondre comme un ressort. Alors, comme d'habitude, il y a des limites à ça. Si je tire très fort mon élastique, à un moment, il va casser, mes polymères dedans vont être complètement déchirés. Et vous savez aussi qu'un ressort peut être compressé, un élastique ne peut pas être compressé. Si vous prenez un élastique au repos et que vous essayez de le plier vers l'intérieur, il ne va rien se passer. Mais pour tout ce qui est étirement, on peut employer la loi de Hooke, la loi pour les ressorts. D'autres exemples, c'est par exemple la plupart de vos tendons. Si, bon, habituellement je fais ça en classe, ça vous amuse, mais ici c'est un peu plus compliqué. Alors, habituellement en classe, ce que je prends, c'est que je prends une chaise. Imaginons que je fasse un exercice qui monter sur la chaise, et puis en descendre, et puis monter, puis descendre, puis monter, puis descendre, etc. Un exercice de musculation. Enfin, de musculation. Bref. Pour faire cet exercice, je pourrais le faire en marchant, mais si je veux plus vite, je pourrais sauter, et puis redescendre en sautant, puis sauter, puis redescendre en sautant. Une manière de faire cet exercice plus efficace, c'est quand je redescends, de redescendre sur la pointe des pieds. Alors désolé, il faudrait que je suive des cours de dessin, mais là ça va être compliqué. Mais bon, de redescendre sur la pointe des pieds. Vous imaginez ici vos pieds, hein. Hop. Voilà, je redescends sur la pointe des pieds. Et vous allez faire un effet de ressort en amortissant avec votre tendon et puis en leur laissant repartir. C'est ce qu'on appelle l'élasticité des muscles et des tendons aussi. Ça va se compresser et toute l'énergie que vous avez prise, vous allez la renvoyer vraiment comme un ressort. Et donc, si on étudie l'anatomie, il y a moyen de regarder ça d'un point de vue énergétique. Et il y a moyen de regarder ça vraiment avec des lois pour les ressorts. Et donc, c'est ça qui est cool quand même avec l'énergétique, c'est parfois ça peut s'appliquer vraiment pour l'objet qu'on considère, mais on peut toujours faire des approximations en disant, bah, tiens, mon muscle, si je regarde sa constance avec laquelle il va réagir, on va voir ce que c'est la constante de rappel juste après, on peut l'approximer à un ressort. Chaque fois dans des limites bien définies, hein. Ben voilà quelques exemples. Un ressort, comment est-ce que ça marche? Ça exerce une force. Ça, c'est la loi de Hooke, c'est quelle est la force exercée par un ressort. C'est ce qu'on appelle la force de rappel. Pourquoi de rappel? Rappeler, c'est ramener où on était avant. Quand vous avez un musicien qui vient sur scène, qui joue son morceau puis qui part, vous allez faire un rappel. Ou parfois un appel aussi, mais un rappel. Vous allez lui demander qu'il revienne sur scène. Et donc, la force d'un ressort va toujours avoir tendance à vous ramener à la position d'équilibre de ce ressort. C'est pour ça qu'on la note parfois moins K delta X. Alors, j'aime pas trop cette notation. C'est pour ça que moi, j'aime pas trop travailler avec des vecteurs. Je vais plus le noter comme ça. Pour la loi de Hooke, je trouve que les vecteurs, ça, c'est pas l'idéal. Il faut définir d'autres choses. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai mon ressort ici, là, j'avais la position d'équilibre. Je vais l'appeler x0. Et bien, imaginons que dans ce cas-ci, je tire le ressort. J'arrive donc en position x1. C'est quoi delta x? Delta x, c'est x1 moins x0. Imaginons que j'ai tiré mon ressort de 1 cm. Et donc x1 moins x0, le déplacement qu'a subi mon ressort par rapport à la position d'origine, c'est 1 cm. Et ce déplacement, il a eu lieu dans ce sens-là. Ce qui veut dire que ma force, si mon déplacement il est positif, ma force, elle va être négative. Donc il y a plusieurs manières de le noter. Je pourrais noter ça en vecteur comme moins k
le déplacement, mais c'est un déplacement par origine, donc c'est delta x, mais en vecteur, j'aime pas trop, mais c'est ça en fait, c'est le vecteur déplacement. Ça, c'est ce qu'on appelle un étirement. On a évidemment la compression. Si je prends mon ressort, que sa position à l'équilibre est là, mais qu'en fait il a été comprimé, qu'on est ici en x1, vous voyez que mon delta x, c'est x1 moins x0, c'est-à-dire qu'on a été déplacé de moins 1 cm vers la gauche. Ici, j'ai chaque fois pris un système d'axe classique. Je ne l'ai pas précisé, mais donc je considère à chaque fois que x va par là. Dans ce cas-ci, ma force de rappel, elle va aller à l'inverse du déplacement. On avait eu un déplacement ici vers la gauche, et ma force de rappel va dans l'autre sens. Donc ça, c'est l'explication du moins, qui n'apparaît pas toujours dans les formules. Il y a des gens qui écrivent juste que la force de rappel, voilà, c'est K delta X, et après, c'est à la personne qui emploie cette formule-là de se débrouiller pour comprendre si ça va vers les plus ou vers les moins. Et vous voyez que chaque fois, ma force de rappel me ramène ici, à ma position d'origine. Un ressort, c'est linéaire. Si je le tire 2 fois plus, il va tirer 2 fois plus fort. Si je le tire 3 fois plus, il va tirer 3 fois plus fort. Si je le tire 4 fois plus, eh ben, à un moment, il va plus être linéaire. On va commencer à déformer le ressort. Et donc, les équations qu'on regarde, c'est dans le régime linéaire du ressort. C'est donc quand on tire pas trop fort sur un ressort. Alors, mon but de ce cours-ci, c'est pas de vous apprendre quand on change de régime. En soi, si vous prenez des ressorts pour l'usage pour lequel ils sont prévus, ils restent quasi toujours dans ce régime-là. Maintenant, évidemment, si vous commencez à tirer comme un malade sur votre ressort, ben, vous allez le déformer et donc vous n'allez plus suivre cette loi. On a ici un paramètre qu'on appelle la constante de rappel ou aussi de raideur. Parfois, on parle juste de raideur du ressort. Et si je vous donne les unités, ça parle de soi-même. C'est des newtons par mètre. Ça vous dit directement, si je tire mon de 1 mètre, j'ai une force de 1000 newtons. C'est vraiment juste ça que ça dit. Maintenant, la plupart des ressorts qu'on considère dans la vie de tous les jours, c'est pas des ressorts qu'on étire sur 1 mètre. C'est des ressorts qu'on étire sur quelques centimètres. Et donc, très souvent, on va vous dire K, c'est par exemple 10 newtons par centimètre. Ce qui se lit beaucoup mieux. Chaque fois que je tire de 1 cm, je tire de 10 newtons. Donc, avec cet exemple-ci, ma force de rappel, là, elle vaut moins 10 fois 1. Maintenant, faites très attention aux unités. Si ici, j'ai moins 10 newtons par centimètre fois 1 centimètre, donc je peux simplifier mes centimètres et j'ai bien des newtons. Ça, méfiez-vous. Chaque année, j'ai des étudiants qui se trompent, qui emploient des forces de rappel avec une constante qui est en newtons par centimètre et qui convertissent par réflexe leur delta x en mètres. Donc là, faites bien attention aux unités. Voilà, ça, c'est la loi de Hooke. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Alors, donc, je me rends compte que j'ai pas été jusqu'au bout. K, c'est donc un paramètre du ressort. Plus mon ressort va être dur, plus il va être difficile à tirer et compresser, plus il va avoir une grande constante de rappel. Et donc, il y a deux types d'exercices avec les ressorts. Trouver la constante de rappel, on vous donne un problème, ou alors trouver la force en fonction de cette constante de rappel. Est-ce que c'est clair ça ou pas? Monsieur, je ne comprends pas pourquoi vous faites x1 alors que vous avez -1 pour la compression. Oui.
pense que j'ai été trop vite. C'est fois moins 1. Ok. Du coup, tu vois, ta force de rappel, elle est positive. Et elle va bien Ouais. par là. Ok. Alors, ce qui arrive très souvent, hein, c'est que on va faire comme on a fait habituellement. C'est-à-dire, on va regarder un problème. On voit qu'ici, ça c'était la position à l'équilibre, donc on est tiré par là. On va dessiner la force. C'est aussi pour ça que je l'ai fait comme ça, en fait. Mais ici, si je veux être cohérent. Et donc, dans mes équations, je vais écrire moins F rappel. D'accord? Mais alors, comme le moins, il est déjà là, ici, ça va juste être K, la valeur absolue de delta X. On va juste regarder la norme, c'est juste de combien ça s'est déformé. C'est pour ça que j'aime pas trop ces notations avec le moins ici. Parce que nous, très souvent, ce qu'on va juste regarder, c'est combien ça vaut. Ben, c'est K fois combien ça a été déformé, peu importe le sens, parce que le sens, on l'aura déjà pris en compte. Je sais pas si c'est clair ce que je viens de dire. Oui. Ok. Ok, ça c'est la loi de Hooke. Maintenant, nous, on est aussi intéressé par l'énergie stockée dans un ressort. En fait, c'est une énergie potentielle. Mais c'est l'énergie potentielle qu'on va dire élastique, l'énergie potentielle d'un ressort. Qui vaut 1 demi Le K is carré. K, voilà, delta X ou X carré. Il y a plusieurs notations, hein. Il y a des gens qui écrivent 1 demi K X carré, d'autres qui écrivent 1 demi K L carré. Soyez pas perturbés, c'est chaque fois, tant que vous comprenez ce que représente le delta X ici, c'est-à-dire à quel point on étire ou on compresse le ressort, moi ça me va. Ceci, j'ai pas envie de vous le démontrer parce que M. Van Larbeek va le faire, mais pour vous donner l'idée générale, mais vous allez le voir, ça vient d'une intégrale. Ça vient de l'intégrale de quoi? Eh ben, on va refaire de nouveau. Le travail, c'était la force produit scalaire avec le déplacement. Mais ça, je vous avais dit, si la force est constante. Maintenant, si on regarde un ressort qui a été compressé, et l'énergie qu'il peut donner en se libérant, eh ben, ma force, elle va changer parce que au début, mon ressort, il est compressé, et puis il est un peu plus allongé, et puis il est un peu plus allongé. Et donc, à tout moment, ma force change. Et donc, ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'intègre ceci par rapport à X. Mais ça, je laisserai le plaisir à M. Van Larbeek de vous le montrer. Je ne vais pas vous spoiler tout non plus. Mais c'est de là que viennent cette équation. Et vous, comme vous vous en doutez un peu, si j'intègre K fois X par rapport à X, ça va me donner K. Et puis X, l'intégrale de X, c'est X carré sur 2. Et oh, magie, on retombe sur cette formule. D'ailleurs, on peut faire la même chose avec l'énergie cinétique, en fait. Mais voilà, je ne vous spoil pas plus. Ceci, c'est la dernière énergie que vous allez voir cette année-ci en méca. C'est l'énergie potentielle d'un ressort. Alors, il y a plein d'autres énergies, vous allez en voir particulièrement en électricité. Mais nous, on va s'arrêter là. Est-ce qu'il y a des questions sur cette énergie, sur ce qu'elle représente? C'est vraiment l'énergie stockée dans un ressort quand on l'a compressée ou étirée. Typiquement, si je fais... J'ai un ressort ici. Je le compresse. Donc, je compresse mon ressort. Et je mets une balle dessus. Imaginons que K, c'est 100 newtons par centimètre. Et que j'ai compressé ça de 3 cm. Ici, je le mets en valeur absolue. Juste, j'ai compressé de 3 cm. Ça veut dire que l'énergie stockée dans mon ressort,
c'est égal à 1,5 fois 100. Et là, il faut faire attention. Fois 100 newtons par centimètre fois 3 centimètres au carré. Alors là, attention, je ne peux pas laisser un centimètre des deux côtés parce que ici, je vais avoir des centimètres carrés, donc ça risquerait de me donner des newtons fois centimètre. Donc la première chose qu'on va faire, c'est convertir ça en newtons par mètre et en mètres. 100 newtons par centimètre, ça fait combien de newtons par mètre? Et puis 100 sur 2. C'est ça. 1 centimètre, c'est 10 exposant moins 2 mètres. Donc si je le fais passer au-dessus, je vais avoir 10 exposant 4 newtons par mètre. Ça va pour tout le monde, ça? Quand je disais que le SI, il allait revenir, ben voilà, là c'est un des endroits importants. Et 3 cm, c'est 3 fois 10 moins 2 mètres du coup. Donc j'ai 1,5 fois 10, 4. Alors je vais le noter ici, j'ai un pour bien s'en rappeler. Fois 3 fois 10 moins 2 mètres. Ok. Je vais donc avoir 1,5, 10, 4 fois 9 fois 10 exposant moins 4 newton mètre. Là, on retrouve bien des joules. Rappelez-vous, par exemple, le travail, ce sont des joules. C'est une force fois une distance. Et donc, c'est bien égal à des newtons fois des mètres. Donc ici, parfait, ce sont des joules. Et je me retrouve avec 4,5 joules d'énergie stockée dans mon ressort. Là, je l'ai compressé, mais je le tenais. Maintenant, si je lâche mon ressort, ma balle, elle va partir comme ça. Et cette énergie, elle va être convertie en une énergie mécanique qui est un peu d'énergie potentielle et beaucoup d'énergie cinétique. Et puis ça va monter, 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 monter jusqu'à s'arrêter à une certaine hauteur. Là, mon énergie, si j'appelle ça le moment 1 et le moment 2, mon énergie en 2, c'est ma masse fois J fois H. Alors que mon énergie en 1, c'était mon énergie du ressort. Et donc voici un autre type d'exercice. Tiens, bah, si je fais une sorte de petite catapulte comme ça, ou un flipper, l'année passée on avait donné un flipper, je pense. Ah oui, on avait fait un flipper, mais l'année passée on avait donné un fusil. Un fusil à ressort. Et on demandait à quelle vitesse la balle sort du canon du fusil. Et puis on en avait fait un tir parabolique aussi. Voilà comment ça marche avec les ressorts pour l'énergie. Pour la semaine prochaine, donc dans votre livre, vous allez avoir une vidéo de M. Van Larbeek sur la loi de Hooke, l'énergie dans un ressort. C'est un gros exercice récapitulatif avec ici un ressort qui est attaché à une masse qui est reliée, alors on néglige la poulie, à une autre masse. Et on vous demande où est-ce que c'est en équilibre, jusqu'où ça descend, etc. Et ça, vous allez faire en énergétique. Il y a des frottements ici. Il y a l'énergie du ressort là. Et on a une énergie potentielle ici au départ. Et le tout va partir un peu en énergie cinétique, etc. Et ça, c'est un bon petit exercice récapitulatif qui joue avec des travails et des énergies potentielles pour les ressorts et de pesanteur. Voilà, voilà. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui, sauf si vous avez des questions. Alors, s'il n'y a pas de questions, je vous souhaite une très bonne semaine. N'hésitez vraiment pas si vous avez des questions. On va essayer de mettre le livre le plus vite possible. Et sinon, on se voit mardi prochain. Au revoir, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.